des pensées religieuses de ces jeunes déviés. Ils sont mal exploités par une force étrangère, à mon avis, à l'islam. Mhm. Et qu'attend Al-Azhar pour avoir cette chaîne? Et puis, une autre question aussi, Al-Azhar n'a aucune autorité pour censurer les chaînes qui, justement, nuisent à l'islam? Elle n'a aucune autorité. Lazare ne fait que proposer. Mhm. Et c'est à l'État de prendre la décision. Lazare n'est pas une autorité religieuse. Lazare est une institution religieuse et scientifique. Donc, son avis est, c'est vrai qu'il est à respecter, mais il n'engage personne à l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Mhm. Nous avons vu le succès de l'Azhar en tant que centre de rayonnement de l'islam avec les étudiants étrangers. Cela se voit très bien, surtout quand on leur parle, on voit vraiment l'impact de ça sur eux. Mais on a l'impression que cet impact est un peu euh, moins important pour les Égyptiens. Pourquoi? Non, oui, non, oui. Sur les étrangers, oui, bien sûr, c'est évident. Sur les Égyptiens, oui, pour certains et non pour d'autres. Euh, Parce que, comme je vous ai dit, il y a des courants de pensée actuels qui sont très influents sur la société égyptienne. Et ces étudiants vivent en Égypte, vivent dans les villages et dans les villes. Et la présence de ces courants est très fort, très forte. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment de surveillance sur qui parle de l'islam. Nous remarquons que beaucoup de fanatiques maintenant prennent le micro et expliquent l'islam, soit des fanatiques de droite ou de gauche, c'est-à-dire soit qui connaissent mal l'islam, soit qui connaissent l'islam, mais d'une manière très déformée. Hmm. Ben voilà, donc je pense non seulement Lazare a la responsabilité de surveiller la présence des courants de pensée déviés, mais ceci, l'État aussi, hein, doit aider Lazare dans une stratégie nationale parce que c'est un danger qui menace la société égyptienne et il faut vraiment faire face à ce danger. Mhm. La qualité de l'enseignement de la religion dans les écoles. Que pensez-vous de cette qualité? On a l'impression que les enfants mémorisent, ils apprennent par cœur le Coran sans vraiment le comprendre. Vous avez raison. Nous avons une méthode d'enseignement en Égypte en général qui laisse à désirer, qui a besoin d'être revue parce que les moyens de l'enseignement actuel sont très avancés et on exploite non seulement la capacité des étudiants à mémoriser, mais aussi et surtout à comprendre. Le fait de mémoriser le Coran, par exemple, c'est très bien, ça aide les étudiants à parler bien l'arabe, mais sans comprendre le Coran est un danger. Parce que apprendre le Coran et ne pas comprendre le Coran, c'est une arme contre la société, à mon Mhm. avis. Donc il faut que les deux passent par le même chemin, apprendre et comprendre, et utiliser aussi les moyens d'enseignement les plus récents. Mhm. Euh, que doit faire l'Azhar ainsi que les savants religieux en Égypte maintenant pour vraiment redonner à l'islam son éclat, surtout après ce qui s'est passé depuis la révolution de 2011 et la montée des islamistes au pouvoir, une année qui a été une année assez difficile pour l'Égypte et qui a vraiment nui à l'image de l'islam pour ceux qui ont associé islam aux frères, à l'organisation des frères. Ben écoutez, moi je pense que Al-Azhar seul ne peut rien faire. Il faut, dans une stratégie nationale, que des institutions telles que Al-Azhar, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale
ainsi que le ministère des Médias travaillent ensemble, mais dans une stratégie nationale. Parce que nous, et aussi le ministère du Waqf, parce que nous trouvons que, par exemple, le ministère, l'Azhar travaille vers le prêche de l'islam de juste milieu. euh, Ce n'est pas la stratégie du ministère de la Culture. Il travaille dans un chemin opposé à ce que Lazare fasse. Hmm. Donc, de cette manière, on n'arrivera jamais à réaliser l'objectif. Donc, je dis qu'il faut qu'on travaille dans le cadre d'une stratégie nationale qui oblige tous les établissements à travailler dans un seul chemin qui réalise l'équilibre dans la société égyptienne. Mhm. Que doit être le rôle maintenant des parents dans tout cela? On a l'impression que les parents maintenant, même ceux qui sont vraiment instruits, négligent beaucoup la religion avec leurs enfants, n'en parlent presque pas et ne donnent pas souvent un très bon exemple de la religion. Parce que, en fait, la religion, elle a deux côtés. La partie théorique et la partie relative à l'application. Mm, Donc à l'école, l'enfant apprend la partie théorique, mais ne trouve pas vraiment l'écho de cette partie à la maison, l'application, où on applique mal. Par exemple, l'enfant qui voit, remarque un de ses parents monte. Alors, il a appris à l'école qu'il est interdit de mentir. mm, Donc, il croit à qui? Aux parents ou à l'école ou à l'enseignement scolaire. Je pense que l'enfant se trouve dans une situation délicate où, dans ce cas-là, il sème le doute en tout. Il doute, soit dans les comportements des parents, soit dans la théorie qu'elle a apprise à l'école. Donc, les parents doivent faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, et doivent parler vraiment à l'enfant de la façon par laquelle il arrive à appliquer la religion. Donc, c'est une question d'application. La théorie, c'est facile. Nous connaissons tous ce qui est interdit, ce qui est permis, mais nous ne connaissons pas comment mettre en œuvre ces théories. Voilà. mhm. On voudrait terminer par un phénomène qui est quand même assez extraordinaire aujourd'hui et la montée de l'islam en Europe de l'Est, en France, aux États-Unis. On voit vraiment une grande montée de l'islam malgré tout ce qu'on essaye de faire pour nuire à l'islam. Donc Oui. comment expliquez-vous ce paradoxe? Écoutez, ce matin, j'ai lu un article dans lequel il y a un roman intitulé La soumission de Welbeck qui va paraître la semaine prochaine à Paris. Mhm, Dans cet article, on parle de l'État islamique français. Donc cet écrivain prévoit que la France, après un certain temps, deviendra un État islamique et on va enseigner le Coran et la Sunna à la Sorbonne. Donc c'est une imagination, mhm, mais le monsieur, je pense qu'elle est anti-islam, mais finalement il avertit la société française de la montée de l'islam en mhm, Europe. Euh, Ce roman est symbolique. Parce que, je proteste parce qu'elle est anti-islam, mais finalement, elle avertit l'Europe du danger de l'islam, qu'un jour, si la politique française continue de la même manière, il n'y aura plus la France, mais il y aura la France musulmane. Euh, Moi, je dirais, je réponds à ce monsieur, je dis à tout le monde que l'islam ne connaît pas de frontières. C'est une conviction. On ne peut pas l'interdire. Donc chacun est libre et c'est la loi française euh, euh, qui a permis aux gens de croire à ce qu'ils veulent. Donc dans ce cadre, on ne peut pas travailler avec deux critères opposés.
soit on interdit aux gens de croire à l'islam, soit on laisse les gens croire à l'islam, que la France, que le président français devient un jour un musulman ou non, c'est une question qui concerne la France et la population française. Elle ne concerne ni l'islam ni les musulmans. Donc, on ne peut pas interdire aux gens de croire à l'islam. Elle va être continuée. Parce que si les gens comprennent le vrai islam, je pense que la France peut-être sera peut-être un pays musulman, mais un grand pays aussi. Mhm. Comment voyez-vous l'avenir de l'islam? Je pense l'avenir est brillant de l'islam, mais pas des musulmans. Je vous remercie beaucoup, Dr Oussama Je vous Nabil, en prie. et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. Voilà, comme Dr Oussama Nabil vient de le dire, si vous voulez comprendre l'islam, lisez le Coran, lisez une bonne interprétation accréditée du Coran pour vraiment comprendre l'essence de cette merveilleuse religion. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse.